Les Acteurs de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un nouveau rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production Adéquancy. Aujourd'hui, dans les Acteurs de la Transformation, nous sommes en compagnie d'Anno Klossmeyer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'SAP Labs France qui développe des logiciels innovants de gestion d'entreprise. Vous ne faites pas que ça. Non, on ne fait pas que ça. Déjà, on va commencer en quelques phrases. Est-ce que vous pouvez nous résumer votre parcours professionnel, Anno ? J'ai commencé pour une entreprise chimique là-bas en Allemagne où j'ai travaillé quelques années. Et après, il y a maintenant exactement 30 ans, j'ai intégré la société SAP. À son époque-là, en Allemagne, mais avec SAP, j'étais un peu partout. J'étais en Angleterre, j'ai co-créé un département là-bas. Après, je suis allé en Amérique latine. J'ai co-créé 3 filiales en Amérique latine, le Mexique, Venezuela et la Colombie. Et après cette aventure en Amérique latine, je suis allé aux États-Unis. Je me suis mis dans le secteur public américain. Et depuis 15 ans, c'est la France qui m'a rappelé, après mes études. Et maintenant, je travaille dans le parc technologique Sophia Antipolis, près de Nice. Pour que nos auditeurs comprennent bien, quelle est l'histoire d'SAP Labs France ? SAP Labs France a maintenant 23 ans d'existence. Et l'histoire vient d'un manque des talents et des développeurs sur le marché allemand d'origine. Tout à coup, SAP s'est rendu compte qu'on avait besoin d'aide étrangère, entre guillemets. Ils ont cherché des développeurs à l'étranger. Et à cette époque-là, on a regardé en France et on a trouvé ou détecté le parc technologique Sophia Antipolis. On s'est rendu compte qu'on peut attirer des talents de la Méditerranée, des Français, des Italiens, des Espagnols qui naturellement sont peut-être moins attirés par l'Allemagne, par le siège social près de Mannheim, Waldorf, etc., mais qui sont attirés par le soleil, par Nice, par le parc technologique là-bas. Et c'est pour ça qu'on a créé SAP Labs France il y a 23 ans. C'est un point stratégique. C'est un point stratégique, c'est exactement ça. SAP Labs France, c'est combien de sites et combien de personnes ? Nous sommes maintenant distribués sur 3 sites. Le site principal reste dans le parc technologique Sophia Antipolis Mougins. On a également 100 personnes à Paris et 50 personnes à Caen en Normandie. Quelles sont les grandes transformations que vous avez mises en place chez SAP Labs France ? Je suis avec SAP Labs il y a 15 ans et quand je me suis retrouvé avec SAP Labs France, on était juste 170 personnes, maintenant nous sommes 400. Et je me suis retrouvé avec quelques difficultés. On avait trop de petits groupes, certains coûts étaient un peu hors du contrôle. Alors j'ai dû prendre quelques actions parce qu'il y avait quand même quelques voix de mon siège social qui avaient un certain intérêt de fermer le site. Une vraie remise en question de vos sites il y a quelques années. Pas maintenant, il y a cette discussion terminée, mais à son époque-là, il y a environ 13 ans, il y avait un vrai débat là-dessus. Moi, j'ai pris mes responsabilités. Ils voulaient délocaliser. Effectivement, ils se sont dit, oui, les coûts sont élevés en France, il y a toujours des problèmes avec le droit de travail, etc. Pourquoi on ne met pas tous en Inde ou ailleurs, etc. La question s'est effectivement posée. Mais à cette époque-là, moi, j'ai pris un job. Mon job était, j'étais président de SAP Labs France. Alors, moi, j'ai fait mon job à 100%. C'est-à-dire, pour l'instant, ou déjà à cette époque-là, moi, en tant que citoyen allemand, c'est moi qui porte les tricolores là-bas en Allemagne, à l'intérieur du groupe SAP. Je me suis quand même battu pour qu'on maintienne les sites en opération en France, plusieurs fois. Comment j'ai fait ça ? D'un côté, j'ai quand même pu convaincre plusieurs personnes. On s'est concentré sur certaines activités. On a fermé certaines petites activités où on était moins important dans le groupe et on a vraiment axé nos forces sur certaines activités stratégiques qui sont difficilement à délocaliser. Par exemple, certaines activités sur le marché français, certaines activités dans la partie cybersécurité, certaines activités sur le support technique envers les militaires, les banques, etc. Ça tenait des activités stratégiques. Mais en même temps, j'ai également commencé à jeter un œil très près des coûts. On a réduit certains coûts, on a également augmenté la durée de travail à son époque-là, ce qui n'a pas fait plaisir à tout le monde, évidemment, mais de temps en temps, il faut quand même mettre quelques sacrifices pour le bien à long terme. Ce qui est rigolo, c'est que c'est à l'encontre de tout ce qu'on dit aujourd'hui, finalement. Je vois certains politiciens, ils parlent des heures, des 32 heures, etc.,
Quand j'entends ça, je deviens un peu inquiet parce que je ne pense pas que c'est ça qui va nous améliorer notre compétitivité. Il ne faut pas rêver. Il y a des contrôleurs de gestion partout dans le monde, dans tous les grands groupes, etc. C'est-à-dire ces gens-là comparent les différents sites, etc. Et les coûts vont toujours jouer un rôle. Évidemment, les coûts, ce n'est pas le seul critère pour décider si on investit dans un certain site ou non, mais c'est toujours un critère parmi d'autres, toujours. Et on doit le rendre compte de ça. Et c'est-à-dire, si on travaille encore moins, si on a un droit de travail extrêmement compliqué, si tous les facteurs parlent en contre de la France, dans ce cas-là, les sites en France sont automatiquement plus menacés. Et moi, je me suis toujours engagé pour renforcer cette force compétitive des sites français dans le monde des SAP, toujours. C'était toujours un peu mon leitmotiv, avec tout ce que je fais, de fortifier notre compétitivité. SAP est une entreprise basée en Allemagne. Quelles sont les différences de gestion entre une filiale basée en France et l'autre en Allemagne ? Il faut dire plusieurs choses. Tout d'abord, je pense que les Allemands et les Français ont beaucoup plus en commun qu'on pense. Moi, j'ai travaillé longtemps aux États-Unis et quand moi je suis allé des États-Unis en France, j'avais quand même l'impression, je vais à la maison. Tout d'abord, il faut peut-être voir qu'est-ce qu'on a plus en commun, parce qu'on a beaucoup plus en commun qu'on pense à la première. Mais évidemment, il y a aussi des différences. Prenons en compte, par exemple, en France, on attache plus d'importance, et on voit les statistiques montrent ça, les Français dépensent plus pour les repas. Et quant à ça, moi, je suis plutôt français que allemand. J'ai toujours protégé, oui, ça vous va peut-être être bizarre, j'ai toujours protégé la qualité des repas chez SAP Labs France, dans notre cantine. Je me suis toujours battu contre les contrôleurs de gestion qui voulaient faire des économies, par exemple. Ça c'est un point. De l'autre côté, la gestion en général, je pense que la France connaît des comités d'entreprise, l'Allemagne connaît des comités d'entreprise, en France on connaît des syndicats, les Allemands connaissent des syndicats. Mais c'est quoi la différence ? Une différence que moi je constate, c'est une différence de fond. En tant que chef d'entreprise, pour nous, c'est peut-être moins les syndicats ou moins le comité d'entreprise qui nous met des menottes, mais c'est plutôt les lois. Contrairement en Allemagne, typiquement la loi, si on regarde la loi pure et dure, juste les lois en allemand sont relativement souples. Par exemple, en Allemagne, vous pouvez travailler 48 heures. La loi dit 48 heures. Point. Évidemment, est-ce que l'Allemand travaille 48 heures ? Bien sûr que non. Oui, donc certains cas exceptionnels peut-être, mais normalement on travaille moins que ça. Mais ce sont plutôt des accords d'entreprise qui ont une importance primordiale. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des accords d'entreprise, mais on est beaucoup plus restreint en France via les lois. Effectivement, moi, je souhaiterais un peu plus de souplesse, c'est-à-dire, moi, je souhaite avoir moins de lois qui se mettent constamment dans mon entreprise. Il n'y a pas constamment des pactes ici, là, des pactes là. C'est de temps en temps, c'est vraiment trop. J'aimerais avoir plus de flexibilité pour discuter avec mon comité d'entreprise, avec mes syndicats, pour faire des arrangements qui sont plus approprié pour notre entreprise. On va revenir à SAP Labs France qui s'est tourné très précocement vers la mobilité. Quelle est votre politique écologique électrique d'SAP Labs France aujourd'hui ? Le groupe SAP en général, au niveau mondial, a toujours géré une politique relativement généreuse concernant les voitures de fonction. Et c'est une tradition qu'on a plus ou moins exportée dans la majorité des pays dans le monde, sauf États-Unis et Canada. C'est-à-dire vous allez même trouver des voitures de fonction SAP en Inde, au Brésil, au Mexique, etc. Et SAP Labs France, ce n'est pas une exception. On a exporté la politique voiture allemande chez nous, avec des variations, avec des adaptations pour nos sites, etc. Et effectivement, après 3 ans d'appartenance à SAP Labs France, vous pouvez commander une voiture. D'ailleurs, il faut que je clarifie, ce n'est pas gratos à 100%, il y a toujours une petite déduction de votre paie. Néanmoins, ça reste financièrement très attractif. Bon, à un moment donné, j'ai regardé ce qui se faisait à l'étranger et j'ai regardé que le site de Palo Alto, en Californie, ils avaient commencé, je pense, 2012 environ, ils avaient monté certains points de recharge là, dans leur site. Et je me suis commencé à intéresser à ça. Et je me suis dit, ça serait peut-être intéressant de faire quelque chose pareil chez nous.
Et effectivement, je le fais également pour me démarquer des autres filiales de SAP. Effectivement, ce n'était pas juste, oui, c'est vrai, c'est un engagement écologique, oui. J'ai toujours senti ce qui sort des pots d'échappement des voitures n'est pas forcément bon pour la santé, mais je le fais également pour me faire démarquer des autres sites, pas seulement en France, dans le monde. Et j'ai essayé de créer un petit programme de voitures électriques déjà de 2013. À cette époque, ça n'a pas marché, il n'y avait pas de budget, on m'a dit « vous êtes trop petit, blablabla, blablabla ». Mais finalement, j'ai réussi à avoir un petit budget 2014 et on a commencé vraiment en 2015 commencer avec les premières voitures électriques et les premiers points de recharge. Vous en avez combien aujourd'hui des voitures électriques, des véhicules À cette époque-là, on avait juste 6 voitures électriques 2015. Maintenant, de notre flotte de presque 300 voitures, sauf une voiture, ça reste le mouton noir, toutes les voitures sont 100% électriques. Et je ne parle pas des hybrides rechargeables, je parle 100% électriques, c'est-à-dire on est 100% électrique depuis maintenant. Et selon mes informations, on est la seule société en Europe qui a cette taille de parc, presque 300 voitures, qui a réussi une transformation à 100% électrique. Yeah. Mais c'est un long chemin, ça m'a coûté beaucoup d'énergie. Vous avez créé des ombrières solaires, je crois. Vous stockez l'énergie le week-end, vous améliorez la vie de vos employés avec le Covid en plus, puisque vous consommez électrique à la maison. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Comment ça se traduit et comment ça se monte, ces projets-là ? Bon, je pense que tout a commencé avec notre programme de voitures électriques, parce qu'à un moment donné, si vous avez juste 6 voitures électriques et quelques petits bornes, ça, c'est pas un grand problème pour le réseau. Mais maintenant, on n'a plus 3 bornes de recharge. Maintenant, on a total le site principal de Mougins, Sophie Antipolis. On a 54 points de recharge. 54, dont plusieurs chargeurs rapides et ultra rapides. Le chargeur le plus rapide consomme 150 kW. Avec une machine comme ça, vous pouvez charger, par exemple, Tesla Model 3 en 30 minutes. Point. C'est vraiment des gros puissances. Alors, si on fait juste le calcul mathématique, maintenant, tous ces points de recharge dépassent largement l'électricité qu'on a signée avec EDF. Largement. Alors, quoi faire ? La première chose, on a dit, bon, comment on peut obtenir plus d'électricité ? EDF, c'est pas possible, à moins qu'on investisse comme les malades dans des transformateurs. Alors, on a déjà le maximum. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Bon, on va essayer de produire un peu plus. Alors, on s'est dit, on a un toit, on a des parkings, produisons un peu plus. Puis vous avez du soleil. Et exactement, surtout au sud de la France, moi je dis de temps en temps, c'est presque un crime si on ne met pas en place des panneaux solaires. Parce qu'on a quand même certains privilèges par rapport à Paris, par rapport à l'Allemagne, on a quand même beaucoup de soleil. Alors il faut en profiter, et aujourd'hui, on a quand même mis en place des panneaux solaires sur le toit, des ombrières. Une partie de mes voitures électriques sont alimentées directement par les panneaux. Point. Deuxièmement, on s'est rendu compte, on s'est dit, bon, comment on peut mieux partager la charge électrique ? Alors, on a poussé nos collaborateurs de prendre des bornes de recharge à la maison, en payant leur électricité là-bas pour la charge des voitures. Comme ça, j'étends énormément ma capacité de recharge, c'est-à-dire je deviens un petit impérialiste, si vous voulez, dans les garages des maisons employées. Le bénéfice pour les employés est clair parce que c'est confortable et on leur rembourse l'électricité via notre logiciel. Ça marche automatiquement. Deuxième point qu'on a fait. Ça a été une de vos forces, par exemple, pendant le télétravail ? Oui, effectivement. On a toujours eu du télétravail. On a fait du télétravail depuis 2007, c'est-à-dire la pandémie, on savait ce qu'on devrait faire. Parce que tout le monde faisait déjà partiellement du télétravail. Tout le monde était bien équipé avec des outils, des laptops, etc. Ça marchait relativement bien. Ce qu'on a fait pendant la pandémie, on a juste étendu ce télétravail, pas de 2 jours, mais à 5 jours pratiquement. Voilà, c'est ça qu'on a fait. Et finalement, on a également installé des batteries stationnaires chez nous pour ne pas perdre l'électricité produite par le soleil pendant le week-end. Est-ce que l'avenir est obligatoirement tourné vers les véhicules électriques et autonomes d'après vous ? Plusieurs remarques de ma part. Je pense qu'il faut souvent la discussion, quand on parle des voitures électriques, on parle également des voitures autonomes et de la partie auto par partage. Moi, j'aimerais bien qu'on sépare cette discussion parce qu'en réalité, ce sont 3 problématiques distinctes. La voiture électrique, c'est nécessaire pour décontaminer, pour dépolluer le trafic.
Ça, c'est super important. Alors, parlons un peu du autopartage. Autopartage, en principe, c'est très bien. Je ne suis pas contre autopartage. Néanmoins, je mets certaines personnes un peu en garde. Pourquoi je dis ça? Parce que l'idée de autopartage, je vois très clairement le rationnel économique, parce que c'est vrai que 90% des temps, les voitures sont garées. C'est-à-dire, ce sont des actifs non productifs, si on veut le voir comme ça. Néanmoins, attention, souvent, les voitures, c'est l'extension de la salle de séjour des personnes. Vous voulez forcément partager votre musique, votre petite mouchoir qui est dans le coin et avec le voisin. Pas forcément. C'est comme quelque chose naturel. Souvent, les gens considèrent la voiture comme externalisée à la salle de séjour. On ne partage pas non plus si facilement la maison avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est un problème. Le deuxième problème est, regardez ici à Paris. Bon, maintenant, ce n'est plus le cas. Vous avez dans le passé les voitures Bolloré, etc. Pauvres voitures. Vous avez les voitures, c'est plein de bosses, etc. C'est-à-dire, malheureusement, les humains, quand ils ne sont pas propriétaires de quelque chose, traitent certains biens avec un certain manque de respect. On peut le dire peut-être comme ça. C'est-à-dire, de nouveau, je ne suis pas contre l'autopartage, mais je mets un peu en garde, il faut bien gérer ces deux facteurs que je viens de mentionner. Parce que je pense que les gens qui propagent l'autopartage, ils voient le problème trop rationnel. Mais le problème, il faut voir la rationalité et l'émotionnalité avec. C'est le premier point. Alors, les voitures autonomes. Ça, c'est encore un troisième problème. Moi, je crois dans la voiture autonome, mais je pense qu'on n'est pas encore là. Évidemment, moi je connais les YouTube avec Elon Musk, là, ils ont fait une voiture de San Francisco à Los Angeles, tout va bien, etc. Et ça a marché merveille, etc. Mais attention, ça c'est ce que moi j'appelle en anglais straightforward case. Qu'est-ce qui se passe avec le brouillard? Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas une signalisation claire? Quand il y a des exceptions qui ne sont pas vraiment prévues. Parce que souvent, ce sont les 20%, c'est le fameux effet de Pareto, etc. Ce sont les 20% qui créent 80-20% des problèmes. Et à mon avis, la voiture autonome, on s'est trop concentré sur le parti 80%. Ça, c'est bien, et je ne suis pas contre, mais attention, il reste encore du travail. Il y a encore beaucoup de problèmes qui ne sont pas encore 100% résolus. L'écosystème technologique, vous pensez qu'il est prêt à relever ce défi de véhicules électriques partout, tout le temps? Je pense que oui. Évidemment, il y a encore des gens qui sont contre, etc. Mais moi, je pense qu'on voit clairement la voiture électrique commence à s'imposer. Comme on dit en anglais, winner takes it all. Je suis convaincu, dans quelques années, la voiture thermique est morte. Regardons les chiffres en Norvège, plus que 80% des nouvelles voitures vendues sont pures électriques. Regardons même le marché allemand. Les derniers chiffres, j'ai regardé les chiffres pour novembre-décembre, 20%, 100% électrique du marché allemand. C'est-à-dire, l'électrique a dépassé le diesel, la voiture classique d'une famille allemande. C'est-à-dire, on voit clairement la tendance. On voit les normes, la norme café de l'Union européenne qui pousse encore. Il y a la politique qui essaie de diminuer la contamination dans les villes. Vous l'avez ici avec Madame Hidalgo, mais aussi ailleurs. C'est pas juste ici. C'est-à-dire, tous les indicateurs sont maintenant pro-voiture électrique. On voit déjà que la valeur résiduelle des voitures thermiques commence à diminuer. C'est-à-dire, c'est juste une question de temps. Mais par exemple, pour un Paris-Nice en voiture électrique, est-ce que ça coûte le même prix que de faire le trajet en diesel, par exemple? L'électrique est beaucoup moins cher que le diesel ou l'essence. Aujourd'hui, vous pouvez faire un trajet en électrique, ça coûte moins cher. Ça fait partie des calculs totaux que vous devrez faire. Évidemment, les voitures électriques coûtent à l'achat encore un peu plus cher qu'une voiture diesel ou essence, c'est vrai, mais vous allez récupérer via les impôts, via les subventions et aussi via le carburant ou électricité. Quelles vont être vos prochaines actions pour l'avenir durable d'SAP Labs France? Je pense qu'on a déjà fait pas mal de choses avec la batterie, avec des ombrières, avec des panneaux sur le toit, avec les voitures électriques, avec les stations de recharge. Ça, on est déjà bien. On va on discute peut-être de déployer encore plus de panneaux solaires. Ça, c'est un volet. Mais on a quand même appris de la pandémie quelque chose.
Parce que qu'est-ce qui s'est passé pendant la pandémie? On l'a observé très clairement. Nos bâtiments, tout à coup, ont commencé à consommer moins d'électricité. C'est vrai, on a mis des lampes LED, on a également coupé ou réduit la consommation. Néanmoins, ça n'explique pas tout. C'est-à-dire, on a également moins consommé parce qu'il y avait moins de personnel dedans. Il faut clairement voir. Mais alors, est-ce que ces gens ont vraiment... cette consommation a complètement disparu? Non, elle n'a pas disparu. On a juste transformé cette consommation des bureaux vers les maisons ou les appartements des collaborateurs. C'est toujours un peu critique, qu'est-ce que je peux faire là-bas? Mais indirectement, c'est quand même le travail qui provoque cette consommation supplémentaire. Alors, c'est que nous, on pense, et c'est vraiment un projet qu'on veut discuter maintenant, on veut pousser les collaborateurs, on veut peut-être subventionner un peu, c'est que moi j'appelle une Green Deal pour les employés, où nous, on pourrait par exemple donner des prêts à taux zéro pour que l'employé installe des panneaux solaires ou installe une pompe à chaleur, ou nous, on soutient l'installation d'un système de gestion d'énergie. C'est-à-dire, on rend les collaborateurs plus conscients et en même temps, on leur donne la main. Je veux toujours que les collaborateurs également contribuent un peu, parce que si on paie tout, dans ce cas-là, ça ne vaut rien, malheureusement. Moi, je suis convaincu qu'il faut toujours demander une certaine contrepartie de quelqu'un qui obtient quelque chose. Mais ça, c'est un peu l'idée qu'on a dans la tête. Évidemment, c'est évidemment moins facile que chez nous, parce que c'est toujours un peu difficile. Je ne veux pas non plus me mettre dans la vie privée de mes collaborateurs. C'est pas ça. Je respecte la vie privée des employés. Mais on veut quand même leur montrer le chemin vers un futur plus green, même chez eux. Voilà. Merci beaucoup pour votre engagement écologique assez incroyable. Merci à Klaus Meyer d'avoir été avec nous dans les Afters de la Transformation. Au revoir. Merci beaucoup. C'est la fin de cet entretien. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver tous nos épisodes des Afters de la Transformation sur les plateformes d'écoute. À la semaine prochaine. Les Afters de la Transformation, une émission à réécouter et à télécharger sur adconci.com et toutes les plateformes de podcast.